Très récemment, l'anime de One Piece a créé le buzz pour une seule scène de quelques secondes mettant en opposition Zoro face à des sbires de Kaido. En effet, dans l'épisode 984, en plein début du raid d'Onigashima, Zoro n'a pas pu garder son self-control quand un des larbins de l'équipage au 100 bêtes se vantait de la misère qu'ils avaient répandue dans tout le pays. S'en est suivi un moment très court où le futur meilleur épéiste au monde nous a montré une utilisation du Haki des rois en expulsant son énergie faisant tomber dans l'inconscient les ennemis l'entourant. Ce passage m'a donné envie de continuer une série de vidéos que j'avais commencé il y a 4 ans sur les 5 pouvoirs exceptionnels qu'un personnage possède. Ayant débuté avec le personnage principal de cette aventure, Monkey D. Luffy, il me semble logique de continuer avec son premier et plus loyal Nakama, le démon Roronoa Zoro. Quels sont tous les pouvoirs mystiques que le futur plus grand épéiste au monde possède? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui contiendra des éléments du chapitre 1010 de One Piece, donc gare au spoil. Si vous désirez me soutenir et m'aider à développer la chaîne, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui sortent régulièrement. Merci et... L'adepte du Kitsune Biryu, Little Garden, un arc ayant mis les Mugiwara face à la grande menace qui est Grand Line. C'est ici qu'ils ont affronté de puissants agents du Baroque Works et qu'ils ont très sérieusement risqué leur vie. Mais c'est également l'arc ayant mis en avant pour la première fois le futur pouvoir que Zoro allait obtenir, l'utilisation du feu. Après s'être libéré des flammes du gâteau de cire, il a utilisé une nouvelle technique, le Yaki Onigiri. Le feu combiné à son Santoryu a déployé une puissance incroyable ayant totalement conquis Zoro. Alors que ça aurait pu être qu'un moment sympa dans un arc lointain, il se trouve qu'Oda a décidé de réutiliser le concept de l'art du sabre combiné au feu avec l'apparition de Kinemon, plus d'une dizaine d'années après. Ce samouraï de Wano Kuni utilise le Kitsunebi Ryu, un style de combat à l'épée pouvant utiliser et trancher le feu, attirant à nouveau la curiosité de Zoro sur Punk Hazard. Il n'était qu'une question de temps avant que ce dernier décide de passer à l'apprentissage de cette nouvelle doctrine. C'est chose faite car Zoro a été capable de couper le feu de Prométhée lors de son affrontement avec les supernovas contre les Yonko. Pour l'instant, il n'a montré que la capacité à couper le feu, mais s'il suit la même voie que Kinemon, il pourra également générer des flammes de ses lames. En effet, le leader des Fourreaux Rouges nous a démontré cette particularité en tranchant un dragon de Punk Hazard, alors que Brook utilisait une attaque glacée, Kinemon, lui, utilisait le feu. La suite logique serait que Zoro débloque aussi cette compétence et puisse utiliser le feu directement en attaquant, et en réalité, eh bien, il a peut-être déjà fait. On reste sur le thème de Wano Kuni avec son combat contre le zombie de Ryuma. Il s'agissait du premier vrai duel de samouraï que nous a offert Zoro face au héros de Wano, avec comme récompense le Shusui, trésor national du pays. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le final de ce combat était épique. Zoro utilise une toute nouvelle attaque qui, sans réellement tuer Ryuma, purifiera son corps d'une flamme bleue provenant de la coupure. Ce feu viendrait donc bel et bien de Zoro et aurait comme origine un pouvoir caché qu'il possède. La technique qu'il a utilisée, le Hiryukaen, se traduit littéralement par les flammes du dragon volant, prouvant bel et bien que cette attaque avait comme nature et objectif de s'enflammer avec la coupure. Comme vous l'aurez compris, il n'est qu'une question de temps avant que Zoro utilise de nouvelles techniques liées à l'élément du feu. Après Luffy et son Red Hawk, Sanji et son Diable Jump, il semble logique que les 3 combattants du Monster Trio incluent des attaques enflammées dans leur panel de techniques. Et comme il nous l'a démontré, Zoro l'a déjà fait par le passé et il n'est qu'une question de temps avant qu'il ne recommence. L'incarnation du démon. Nous savons que les démons peuvent prendre bien des apparences dans One Piece. Que ce soit sous une forme de fruit ou sous un masque de dictateur tyrannique, ce n'est pas du tout rare que des personnages fricotent avec le côté démoniaque. Pourtant, l'un d'entre eux est allé bien au-delà de ça en étant littéralement considéré comme un démon, et il s'agit bien sûr de Roronoa Zoro. Zoro est lié à un point tellement profond avec le plan démoniaque et diabolique que ça en devient effectivement un pouvoir à part entière. Tout a vraiment commencé sur Lockdown lorsque Zoro obtient une lame à la hauteur de sa réputation, le Sandai Kitetsu, l'un des 3 katanas maudits forgés par Tenguyama Itetsu et ses ancêtres. Le nom même du Kitetsu est composé à l'origine du kanji japonais définissant les fantômes, le démon et le diable, une dénomination bien choisie pour son futur propriétaire totalement démoniaque. Cette lame avait la terrible réputation de faire couler même le sang de son porteur, au point que plus personne ne voulait l'acquérir. Zoro quant à lui a tout de suite senti la malédiction émanant de ce sabre, ce qui l'a évidemment ravi. Plus de 900 chapitres plus tard, il semble que le Kitetsu se sent plutôt bien avec son maître puisque Zoro n'a pas subi de destin sanglant des anciens propriétaires de ce sabre. Il aurait alors maîtrisé ce sabre et surtout sa malédiction, le démon reposant en lui. La consécration verra le jour
jour à Enies Lobby où Zoro invoqua 2 démons. Vous aviez tous en tête Ashura, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'avez pas tort, mais ce qui s'apparente à la première apparition de l'entité démoniaque que Zoro contrôle se fait encore un petit peu plus tôt avec sa technique Ambimma Yonetsu. Pour ceux ne se rappelant pas de cette attaque, elle a été utilisée par Zoro pour dégager le passage d'un groupe de la marine et avant qu'elle soit lancée, les soldats voyaient une illusion faisant tournoyer ses sabres. Et c'est justement un peu plus loin, durant son combat contre Kaku, qu'il utilisa Ashura pour la première fois, l'incarnation d'un démon vengeur qui a bel et bien été visible par son adversaire. Jusqu'à ce jour encore, Ashura demeure la technique la plus puissante de Zoro qui lui a permis de blesser Kaido en lui laissant une cicatrice, tout comme a pu le faire Kozuki Oden à l'époque. Son rapport avec les démons va donc bien au-delà de la symbolique en étant un point clé de son développement autant du côté psychologique qu'au côté puissance et combat. Mais alors d'où lui vient cette étrange capacité si ce n'est pas qu'une image que veut donner Oda à Zoro, carrément un pouvoir à part entière? Et si je vous disais que ça vient de son Haki? Je vais vous en parler plus en détail dans une prochaine grosse vidéo que je suis en train de préparer, mais il est vrai qu'un indice laissé par Kaido et Kaku laisse sous-entendre que le Ashura de Zoro viendrait ni plus ni moins que de son Haki. Lorsqu'il a attaqué Kaido avec cette technique, ce dernier a tout de suite notifié sa capacité à utiliser le Haki des rois. Et ironiquement, plus de 15 ans auparavant, lorsque Zoro a utilisé pour la première fois Ashura, Kaku n'a pas mentionné le Haki des rois en voyant cette entité démoniaque, mais sa détermination. Et le plus intéressant de cette histoire se cache dans ces petits détails. Sa détermination, sa volonté, son esprit, ce sont les différents sens et définitions du kanji utilisé dans la version originale de cette page en japonais. Ce qui est marrant, c'est que ce kanji est également présent dans l'écriture du mot Haki. Dans la langue maternelle d'Ichiro Oda, alors tout fait sens pour lui, Kaku sous-entend que Zoro utilise son Haki, tout comme Kaido a ressenti le Haki des rois de Zoro, et tout ça à chaque fois qu'Ashura est utilisé. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien si je vous disais à l'origine que Zoro avait un lien étroit avec les démons et des pouvoirs avec une connotation particulièrement diabolique, ça a encore plus de sens ici. Si Rayleigh est considéré comme le seigneur des ténèbres, au rythme où va Zoro, il pourrait littéralement être considéré comme le roi des démons et son Haki nous le prouve à la perfection. Ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, donc je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, mais je ne pouvais éluder le rapport incroyable que Zoro a tissé avec le côté démoniaque de la spiritualité. Le roi du Haki. Je parlais à l'instant de son lien avec la manifestation d'Ashura, j'en parlais également en intro de vidéo. Zoro a débloqué très récemment le Haki des rois, ou du moins il a enfin éveillé son pouvoir. Après plusieurs années de théories, de sous-entendus, Oda a enfin confirmé dans le chapitre 1010 la nature royale du Haki de Zoro. Et si certains étaient encore réticents, l'épisode 984 de One Piece en a clairement remis une couche avec cette scène plutôt explicite. Après Luffy, l'équipage accueille un nouvel élu avec les capacités d'un leader. Et c'est tout sauf surprenant. Tout les suggéré que Zoro allait posséder cette forme si spéciale du Haki. Déjà, il a toujours eu une affinité particulière dans l'utilisation du Haki, que ce soit dans la forme de l'armement ou de l'observation, au point qu'il fut sans doute l'un des premiers dans One Piece à nous dévoiler les prémices de ces deux formes. Il a utilisé le Haki de l'observation pour esquiver les attaques multiples de ses adversaires, comme Octi et Kuma par exemple, ce qui était une véritable prouesse, tout en étant capable de ressentir la présence de son sabre sous les gravats à Alabasta. C'est également ici qu'il a été capable d'utiliser le Haki de l'armement des samouraïs, en décidant ce qu'il voulait couper ou non, exactement comme ce que Yogoro a expliqué à Luffy 800 chapitres plus tard. Et puis s'il y a bien un homme qui doit avoir le Haki des rois, c'est lui, il est le vice-capitaine de Luffy, c'est à lui de prendre des décisions quand Luffy ne peut le faire. Il a comme rêve de devenir le plus grand épéiste au monde et vaincre Mihawk, ce même Mihawk qui affrontait à force égale Shanks le Roux et son terrible Haki des rois. Si Zoro veut surpasser le Shichibukai, il doit aussi avoir tous les atouts pour le faire. L'anime de One Piece, bien qu'il soit à prendre avec des pincettes contrairement au manga, nous a aussi donné de très grands sous-entendus sur la possession du Haki des rois de Zoro. Il a intimidé de nombreux personnages d'un simple regard, ce qui est un des pouvoirs du Haki des rois. Il a également souvent dégagé une aura capable d'assommer un être vivant, comme ce fut le cas face au dragon de Punk Hazard, à Monet également qui fut terrifié en le voyant, ou plus récemment, eh bien, les sbires de Kaido. Comment imaginer une seule seconde après tout ça qu'il ne possède pas l'étoffe d'un conquérant? Il va donc devoir apprendre à le maîtriser, apprendre à l'éveiller comme il se doit. Et ça sera toujours pas suffisant puisque le Haki des rois a une forme avancée, une forme qui nous a été démontrée pour la première fois par Roger et Barbe Blanche. En tout cas, la prochaine étape pour Zoro sera d'apprendre à contrôler ce Haki et d'en exploiter tout son potentiel, tout comme l'a fait son capitaine.
Le maître de l'air. Dans un contexte plutôt similaire à son affinité avec le feu, Zoro utilise un autre élément en combinaison avec ses attaques qui n'est nul autre que l'air. Sans que ce soit réellement un pouvoir propre à son personnage, l'utilisation de l'âme d'air dans ses techniques évolue sans cesse au point de déferler de véritables tornades sur ses adversaires. Sa première utilisation durant l'arc de Skalpeia était beaucoup plus modeste que celle dans l'arc d'Enies Lobby, etc. Jusqu'à arriver à Wano Kuni où il devient carrément capable d'invoquer une lame d'air assez fine et puissante pour trancher en deux son ennemi avec une simple lame rituelle de seppuku. Sa puissance n'a fait qu'augmenter et l'effet de ce genre d'attaque a tout naturellement suivi le même schéma. Là où les lames d'air de Zoro prennent une autre tournure, c'est comme je le disais plus tôt, lors des tornades qu'il invoque. Un véritable cataclysme qui se déchaîne sur ses adversaires totalement pris au piège, qui a également suivi une évolution incroyable au fil de ses combats. Lors de sa première utilisation, le Tatsumaki de Zoro avait élevé Octi dans les airs, mais plus il a gagné en puissance, plus ses courants d'air se sont transformés en bourrasques qui finiront elles-mêmes par se transformer en tornades. Une tornade assez puissante pour découper de l'acier et plus encore à trancher Kaido lorsqu'elle sera invoquée par le Enma. Oui, même les écailles censées être indestructibles du dragon se retrouvent entaillées par les pouvoirs du sabre d'Oden. Nul doute que Zoro va continuer à améliorer cette technique pour rivaliser avec la puissance de Mihawk. Le meilleur épéiste au monde n'a montré que très peu de son potentiel, mais Marineford a été pour lui le moment de donner l'aperçu de sa grande force. En voulant mesurer la différence de puissance entre lui et Barbe Blanche, un simple coup de son Kokuto Yoru a invoqué une lame d'énergie d'une envergure et d'une densité encore jamais vue. En toute logique, Zoro est censé atteindre et surpasser cet immense pouvoir, et toutes les techniques que nous avons pu voir jusqu'à présent évolueront alors jusqu'à un stade absolument stratosphérique. La volonté des sabres. Le monde de One Piece est principalement dicté par une force, la volonté. Un homme avec une volonté immuable sera capable d'atteindre le sommet quoi qu'il arrive. Luffy en est le parfait exemple, il refuse d'abandonner. Ceci dit, c'est effectivement son rôle de héros qui le veut. Alors que Zoro, lui, a une volonté au moins autant puissante que celle de son capitaine, faisant de son esprit un nouveau pouvoir à part entière. La volonté de Zoro lui a permis absolument tous les exploits qu'on peut lui prêter jusqu'à présent. Entraîner son corps et son esprit sans relâche pendant des années, dans le seul but d'accomplir son rêve et d'honorer sa promesse à Kuina. Survivre à toutes les fois ayant frôlé la mort, que ce soit face à Mihawk, en prenant la douleur de Luffy, ou même en résistant à l'attaque simultanée de deux Yonko. Être prêt à se donner la mort pour le bien de son capitaine et pour lui permettre de poursuivre son rêve, et par-dessus tout, pouvoir dompter l'esprit des sabres. Comme un cocktail explosif mélangeant toutes ses autres mystérieuses capacités, la volonté de Zoro est le chaînon qui relie la puissance et l'origine de son Haki des rois, son potentiel unique en tant qu'épéiste et sa détermination à rester en vie. Mais comme je le précisais, cette volonté sans faille lui donne aussi son contrôle sur les katanas. La volonté incomparable de Zoro lui a permis de dompter l'âme même des sabres pour les contrôler et exploiter leur puissance à sa guise. Enma en est l'un des parfaits exemples, une âme capricieuse assoiffée de Haki, possédant une volonté propre que seul Oden était capable de contrôler. C'était sans compter sur l'esprit implacable de Zoro, n'ayant eu que quelques jours pour dompter cette lame avec succès. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé et trouvé que la volonté était un pouvoir incroyablement puissant, voire même peut-être le pouvoir le plus puissant de tout One Piece, tant il permet possible tout ce qui semble impossible. Et même si chaque Mugiwara ont une force de caractère certaine, il est indéniable que Zoro se distingue très clairement du lot de ce côté-là, marquant un duo irremplaçable avec son capitaine. Pour conclure, Zoro possède un grand nombre de pouvoirs, qu'il soit lié à l'art du sabre ou à sa seule volonté, il est plein de ressources et essaie de nous prouver qu'il mérite sa place de vice-capitaine de l'équipage. Son futur sera sans nul doute tumultueux et l'évolution qui l'attend pour atteindre le niveau du plus grand épéiste au monde laissera également apparaître l'éveil de nouveaux pouvoirs, jusqu'ici endormis.